C'est l'histoire de l'une des découvertes scientifiques les plus stupéfiantes des dernières décennies. En 1992, Svetlana Balabanova découvre de la cocaïne et de la nicotine sur des momies égyptiennes de plus de 3000 ans. Une trouvaille tout simplement impossible pour les spécialistes de la civilisation pharaonique. Le tabac et la cocaïne sont issus du Nouveau Monde, pas de l'Ancien Monde. Donc trouver des momies avec des traces de ce genre était assez choquant. Notre enquête exhume un précédent avec l'identification de tabac sur la momie de Ramsès II lors de sa restauration à Paris dans les années 70. Tout de suite, ça a été non, 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 mais bon, elles étaient là. Il y avait des feuilles de tabac. C'était comme un tremblement de terre. Et c'est comme ça que l'idée que Ramsès ait pu être assis là en train de fumer un cigare est entrée dans l'imaginaire collectif. Cette découverte serait-elle la preuve que les anciens Égyptiens ont posé le pied en Amérique 2 millénaires avant Christophe Colomb et rapporté avec eux de la cocaïne et de la nicotine? Est-ce qu'il y a eu des contacts? Cette question-là, elle va vraiment faire beaucoup de bruit et surtout, elle va énormément diviser. Si c'est le cas, c'est tout un pan de l'histoire de notre monde qui est erroné et qu'il faut réécrire. Cette mystérieuse découverte bouleverse le monde de l'égyptologie et ouvre de nombreuses pistes à explorer. Sommes-nous réellement en présence d'une ancienne momie égyptienne non contaminée qui a été directement emmenée au laboratoire pour être examinée? Peut-être que la momie est complètement fausse. Peut-être qu'elle a été créée de toutes pièces à l'époque contemporaine. Existait-il des formes de tabac et de nicotine en Égypte ou chez ses voisins à l'époque des pharaons? Où se trouve la clé de cette énigme? Comment expliquer la présence de cocaïne et de nicotine sur des momies égyptiennes? Ces plantes et la navigation antique sont les deux faces d'une même médaille. Ces anciens Égyptiens n'ont pas fini de m'étonner et vraiment, rien ne me surprendra. C'est une énigme et nous devons la résoudre. Où se trouve la vérité? Les anciens Égyptiens avaient-ils des pouvoirs et des secrets qui ne nous sont pas encore parvenus? Cette découverte est-elle une avancée colossale pour la science et l'histoire de notre planète ou une grande imposture? Nous sommes en 1992, au Musée national d'art égyptien de Munich, en Allemagne. Une médecin légiste et chimiste allemande d'origine russe de 63 ans, Svetlana Balabanova, commence des analyses scientifiques sur des momies égyptiennes conservées depuis 3000 ans. Ses recherches sont a priori anodines. La doctoresse est pourtant loin de mesurer l'ampleur de sa découverte à venir. Svetlana avait reçu une subvention de la Fondation allemande pour la recherche. Et au détour d'une discussion lors d'une soirée, tout le monde s'est dit « Menons une enquête, regardons ce qu'il se cache dans ces têtes ». Et le résultat de ces premières analyses vont vraiment l'étonner puisqu'elle va retrouver en fait des éléments auxquels elle ne s'attendait tout simplement pas. Surprise extraordinaire, que trouve-t-on? Deux substances incroyables, de la nicotine et de la cocaïne. Cette trouvaille étonne profondément la scientifique. Comment est-ce possible? Comment ces substances extraites des plantes de tabac et de coca peuvent-elles se trouver sur des momies égyptiennes vieilles de plus de 3 millénaires? Si elle ne s'attend pas à découvrir de la cocaïne et de la nicotine sur des momies, c'est tout simplement parce que ces éléments-là font écho à d'autres régions du monde et à d'autres périodes. Le tabac et la cocaïne sont issus du Nouveau Monde, pas de l'Ancien Monde. Donc trouver des momies avec des traces de ce genre était assez choquant. Si cette découverte pose question, c'est parce que ces drogues ont été importées en Europe après 1492 et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, soit 2500 ans après la mort de ces momies. C'est tout simplement incompréhensible. Les anciens Égyptiens auraient-ils précédé le navigateur génois?
Comme vous le savez, il n'y avait pas de lien entre l'Égypte et l'Amérique du Sud au temps des pharaons. Tout commerce maritime était difficile, depuis l'Amérique du Sud vers l'Égypte et inversement. Alors, comment expliquer la présence de ces éléments sur ces momies égyptiennes? Svetlana Balabanova pense que ces résultats peuvent être issus d'une contamination de ses outils. Elle nettoie drastiquement tout son matériel et recommence ses analyses en élargissant la recherche sur d'autres momies du musée. Elle fait des prélèvements sur les cheveux, les tissus et les os. Et là, le constat est sans appel. Ces données sont bel et bien correctes. Dans 4 têtes, ils ont trouvé de la nicotine et dans l'une d'elles, de la cocaïne. Svetlana et son équipe ont refait 7 fois leurs tests et ils trouvaient toujours le même résultat. À partir de là, elle commence à se dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Le 20 février 1993, Svetlana Balabanova dévoile son étrange découverte dans une revue scientifique. Cette publication signe le début d'un long cauchemar pour la médecin légiste. Elle, qui est complètement étrangère au monde de l'égyptologie, se retrouve bientôt prise pour cible par ce milieu de spécialistes. C'est un coup de tonnerre au niveau du monde scientifique. On va avoir vraiment des guerres entre ceux qui se disent pourquoi pas d'avoir la présence de ce type de plantes auprès des momies égyptiennes, tandis que d'autres vont se dire non, non, c'est absolument impossible. Évidemment, elle a créé un tollé au niveau international. On l'accusait en disant « ce ne sont que des restes de contamination, ça ne peut être que ça ». Conspuée par les uns, insultée par les autres, Svetlana Balabanova n'en démord pas pour autant. Sûre de ses analyses, elle les défend corps et âme. Elle était persévérante et elle défendait toujours ses résultats. Elle disait « Je vous présente juste les données de l'enquête. La manière dont vous les interprétez, c'est votre problème. Je ne dis pas que les Égyptiens ont voyagé en Amérique. Nous avons juste des preuves que certaines personnes l'ont peut-être fait. » Parmi les sceptiques se trouve une égyptologue anglaise, Rosalie David. Elle est persuadée d'une erreur et décide de faire des examens similaires sur les momies du musée égyptien de Manchester, où elle est conservatrice. Seulement, ces résultats vont lui donner tort. Rosalie David était l'une de ses plus grandes concurrentes. Et elle a dit « Je vais montrer que c'est faux. Nous n'aurons pas de cocaïne dans nos momies. » Et elle en a finalement trouvé. Cette deuxième découverte fait l'effet d'une bombe. Des momies égyptiennes en Allemagne et en Angleterre présentent des traces de nicotine et de cocaïne. Étonnée elle aussi par ces résultats, Rosalie David pense qu'il y a peut-être un problème avec les momies. Elle fait de nouveaux tests à Manchester et se rend à Munich pour observer de près les cobayes de Svetlana Balabanova. Donc Rosalie David reprend le problème à zéro et elle aboutit à une conclusion. Oui, effectivement, il y a des traces de nicotine. En revanche, la cocaïne, non. Ces examens viennent donc confirmer une partie du travail de Svetlana Balabanova. Rosalie David se révèle être un soutien inattendu de la médecin légiste allemande. Et elle n'est pas la seule. Elle trouve un appui chez des égyptologues qui acceptent l'analyse et émettent le postulat. C'est une découverte très excitante pour les égyptologues. Tout le monde se dit « Comment est-ce possible? Y a-t-il un problème avec l'expérience? Y a-t-il quelque chose que l'on ne sait pas sur l'Égypte ancienne ?» C'est un vrai mystère à résoudre pour nous. Dans le monde de la science, le problème, c'est la pensée nouvelle. La science consiste à détruire les anciennes connaissances et à en générer de nouvelles. C'est ce qui constitue l'héritage le plus important de Svetlana. Serait-il possible que l'on se soit trompé? Les anciens Égyptiens auraient-ils pu traverser l'océan Atlantique jusqu'aux Amériques? Auraient-ils pu rapporter de la cocaïne et de la nicotine? Si c'est vrai, ce sont tous les livres d'histoire qu'il faudrait réécrire. La découverte de Svetlana Balabanova impose différentes pistes de recherche pour tenter de comprendre la raison de la présence de ces substances américaines sur des momies égyptiennes. Lorsque l'on reçoit des informations si étonnantes, les gens commencent à envisager de nombreuses pistes. La première d'entre elles, une contamination bien sûr.
La deuxième, que les tests ne sont pas corrects. Et la troisième, qu'il y a peut-être eu un contact entre l'ancien monde et le nouveau monde beaucoup plus tôt. Cela pourrait expliquer pourquoi ces plantes se sont retrouvées dans ces momies égyptiennes. Nous devons prendre en compte toutes ces possibilités avant de pouvoir affirmer « oui, les anciens Égyptiens consommaient du tabac et de la cocaïne ». C'est une énigme et nous devons la résoudre. Et c'est ainsi que commence l'histoire de ce mystère autour de la nicotine et de la cocaïne. Il y a pourtant un précédent à cette découverte. 16 ans auparavant, en 1976, une trouvaille similaire avait scandalisé le monde de l'égyptologie. Elle eut lieu au cours du voyage officiel de Ramsès II à Paris, ou plutôt de sa momie. Ramsès II, il a été momifié, bien sûr. On a retrouvé sa momie, d'ailleurs, en assez bon état, mais quand elle a été au musée du Caire, pendant un certain nombre d'années, la momie est tombée malade. En fait, il souffrait de plusieurs pathologies et avait besoin d'être irradié par des rayons ultraviolets et d'autres lumières afin de supprimer tout ce qui pouvait se développer sur lui. C'est pour cela que le pauvre Ramsès a dû être envoyé à Paris. Et il a même un passeport pour le prouver. Un voyageur de marque est arrivé tout à l'heure par avion spécial à l'aéroport du Bourget. C'est grâce à un accord direct entre le président Giscard d'Estaing et le président égyptien Anwar el-Sadat que la momie de Ramsès II va être confiée à des experts français qui vont tenter de stopper la mystérieuse maladie qui la ronge. Et Ramsès II a été reçu, c'est là quand même, mes vieux Égyptiens, je les adore, parce que c'est comme s'il n'était jamais mort. Il a été reçu avec le rang de chef d'État, ce qu'il était. Donc tapis rouge, honneur, émission, enfin extraordinaire. Je voudrais que vous regardiez avec moi l'une des images sans doute les plus bouleversantes de l'histoire du monde. L'homme que vous allez voir est mort depuis 32 siècles. C'est encore une sorte de dieu vivant, car vous l'avez compris, c'est de lui, de Ramsès II qu'il s'agit. Une fois à Paris, une équipe d'experts se penche sur la momie du pharaon le plus célèbre de l'histoire. Ils doivent relever l'immense défi de soigner et sauver sa dépouille, une tâche à la hauteur de leur réputation. Ces pionniers de la préservation de corps sont experts en la matière et les plus compétents sur le globe. Et on l'a très bien soigné, on a guéri la momie de Ramsès II, mais alors, que de surprises, que de surprises. On a pu analyser de quoi il était mort, affection dentaire, on a vu que c'était plutôt un colosse, qu'il avait des cheveux légèrement roux. En poussant leurs analyses, ils font une découverte surprenante. Et sur la momie, des feuilles de tabac. Alors, là, tout de suite, ça a été non, 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 mais bon, elles étaient là, il y avait des feuilles de tabac. On parle de millimètres, de choses vraiment de l'ordre du microscopique. Quand on a appris que le corps de Ramsès II était associé à des produits comme du tabac, c'était comme un tremblement de terre. Et c'est comme ça que l'idée que Ramsès ait pu être assis là en train de fumer un cigare est entrée dans l'imaginaire collectif. Si Ramsès avait fumé un cigare, on l'aurait vu. Honnêtement, il ne serait pas privé de nous le montrer. Cette découverte bouleverse le monde de l'égyptologie. Certains y voient la preuve que les anciens Égyptiens ont traversé l'océan Atlantique avant Christophe Colomb. Seulement, leur théorie est mise à mal par des scientifiques. Ils donnent une explication tout à fait crédible et rationnelle à la présence de ces feuilles de tabac. Elles seraient là à cause de l'ennemi numéro 1 des momies, les insectes. Les momies, ce sont des nids à insectes. Dès qu'on les met dans des musées, on a des insectes qui peuvent venir se régaler vraiment avec les momies. Pour préserver une momie ou tout autre objet organique des insectes, on peut l'emballer dans des feuilles de tabac. Cette technique a été utilisée dans les musées du monde entier pour éviter toute infestation. Ça ne veut pas dire que le pharaon lui-même consommait ces produits, mais qu'ils ont été ajoutés plus tard, qu'il y a eu une contamination. Si la contamination est avérée en ce qui concerne la momie de Ramsès II, qu'en est-il de celle de Svetlana Balabanova? Et d'ailleurs, quelles sont ces momies? Connaissons-nous leur origine?
Et sont-elles de vraies momies? Sommes-nous réellement en présence d'une ancienne momie égyptienne non contaminée qui a été directement emmenée au laboratoire pour être examinée? Peut-être que la momie est complètement fausse. Peut-être qu'elle a été créée de toutes pièces à l'époque contemporaine. La question, elle se pose, mais de façon extrêmement courante dans le milieu de la recherche des momies, puisque, en fait, on a une tradition de fausses momies qui existe. De fausses momies. Ce qui ressemble à une mauvaise blague est pourtant un terrible fléau qui a pullulé pendant des siècles. Si ces répliques existent, c'est grâce à un philosophe ouzbek du Moyen-Âge, Avicenne. À l'époque, les momies égyptiennes sont massacrées, ce qui lui donne une idée. Il s'est dit que, au fond, détruire les momies, oui, bon, mais on pouvait peut-être en faire un usage commercial. Après tout, il y en avait tellement, pourquoi ne pas les vendre? On va exporter par bateau entier des momies vers l'Occident pour les broyer et en faire une poudre qui est perçue comme une panacée universelle, une sorte de remède contre tous les maux possibles et imaginables, en particulier contre le vieillissement, étant donné la préservation des momies. C'est ainsi qu'apparaît la mumia. Ce produit soi-disant miracle devient le médicament le plus en vogue au Moyen-Âge. La mumia était considérée comme une drogue extraordinaire. On en prenait car on pensait qu'elle pouvait nous aider à guérir. Ce n'était pourtant que de la momie broyée. Cela faisait sûrement plus de mal que de bien, mais les gens y croyaient. Évidemment, ça n'a aucun sens, mais ça a très bien marché. Si bien marché que la mumia compte parmi ses défenseurs des personnes de haut rang, comme un roi et une reine de France. On sait que les grands de ce monde, comme François Ier ou Catherine de Médicis, ne se séparaient jamais de leur petite fiole de mumia qu'ils prenaient dès qu'ils avaient un malaise. En même temps, il faut se remettre à l'époque, on souffre même de choses très banales. La moindre douleur dentaire devient insupportable, la moindre infection peut se gangréner. Donc les gens, ils sont prêts aussi à croire un petit peu tout ce qu'il y a sur le marché, à partir du moment où on leur vante ses mérites. Ce commerce fonctionne très bien. Au XVIIIe siècle, avec la forte demande, les stocks de momies se vident et le produit miracle finit par se tarir. Pour faire perdurer un marché qui procure de gros bénéfices, les marchands orientaux se lancent avec frénésie dans la fabrication de fausses momies. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Un commerçant s'est dit, dans le fond, ils ne verront pas vraiment la différence entre une momie égyptienne et un cadavre récent. Donc, il a pris des morts de 3-4 années à peu près, des pauvres évidemment, qu'il a fait sécher au soleil. Il a imité un petit peu la momification, mais alors vraiment imité. Si la demande est forte, il se peut très bien que ça ait tenté certains de fabriquer des fausses momies. On est dans la loi du marché, hélas. Et donc la mumia a continué à prospérer. Ces fausses momies ont été vendues et consommées donc, en Occident très tard. Cette histoire de fausses momies vient donc semer le trouble sur la découverte de Svetlana Balabanova. Comment s'assurer que ces analyses ont été faites sur d'authentiques momies égyptiennes? Avec les momies qui n'ont aucune traçabilité, c'est très compliqué. Pendant très longtemps, les momies étaient déplacées illégalement, sans connaître leur provenance et sans aucune précaution scientifique. Si on n'a rien pour tracer leur histoire, ça reste des individus dont on a perdu toute l'histoire. Donc c'est très difficile de savoir justement par quoi elles sont passées. Les experts s'apprêtent à relever ce challenge monumental. Pour cela, ils peuvent compter sur les progrès de la science et l'histoire de l'Égypte antique. Ils ont à leur disposition un arsenal de techniques ultra performantes permettant de dater les momies. Il y a déjà donc le site où la momie a-t-elle été trouvée. Ensuite, la plupart du temps, ces momies se trouvent dans des sarcophages. Il y a des types de sarcophages caractéristiques de telle dynastie, de telle époque. Tout ça est possible à dater. On peut analyser, notamment par carbone 14, on peut examiner les techniques de momification, notamment les poses qui sont prêtées à la momie, ou la manière dont elle a été éviscérée. Plus nous avons d'informations et de détails sur la momie pouvant affirmer son authenticité, plus cela nous aide dans notre enquête. Ces analyses poussées dévoilent leurs premiers secrets.
la seule momie présentant de la cocaïne et de la nicotine est identifiée. La piste de la fausse momie, elle s'amenuise, puisque voilà, tout tend à croire que c'est une vraie momie. Il y a une traçabilité aussi au niveau de son histoire. On sait qui c'est, une prêtresse. Elle s'appelle Enout Taoui, ce qui veut dire la régente des deux terres. Donc c'est pas quelqu'un de peu important. L'époque, c'est la 21e dynastie, et là nous sommes aux alentours de l'an 1000, avant Jésus-Christ. Exhumée de la nécropole de Der el-Bahari près de Luxor, elle a été très vite la propriété du roi de Bavière au XIXe siècle. Le monarque l'a ensuite confiée au musée d'art égyptien de Munich. Si l'authenticité de cette momie égyptienne est désormais prouvée, les examens ne permettent pas de le dire pour les autres. Il est donc impossible d'attester de manière formelle si ce sont de vraies momies. Les attentions se tournent alors vers la dépouille de la prêtresse Enout Taoui. Comment expliquer la présence de nicotine et de cocaïne sur cette relique? Lorsqu'on est convaincu que la méthode scientifique a été appliquée correctement et que la momie est une momie égyptienne authentique, il faut envisager d'autres raisons pour lesquelles des résultats étranges ont été obtenus. Svetlana Balabanova ne sait pas comment expliquer la présence de cocaïne sur les momies africaines. Mais elle a une piste pour éclairer la présence de nicotine. La scientifique poursuit son investigation et fait des analyses sur des cadavres chinois et européens datant de l'Antiquité au Moyen Âge. Elle pousse ses examens sur plus de 3000 cadavres. Sur la quasi-totalité, elle trouve de la nicotine. La chercheuse allemande en est persuadée, la plante de tabac était connue en Europe et en Afrique bien avant l'époque médiévale. En théorie, il ne devrait pas y en avoir en Égypte. Mais se pourrait-il que des plantes égyptiennes puissent donner les mêmes résultats? On ne sait pas. On doit s'assurer qu'ils ne sont pas faussés par quelque chose qui ressemble à du tabac ou de la cocaïne, mais qui n'en est pas réellement. Pour le savoir, l'archéobotanique est une arme de choix. Cette science permet de retracer les plantes du passé. Un atout majeur pour identifier les plantes au temps des anciens Égyptiens. C'est une science qui est quand même assez bien développée. Et ça veut dire que si on avait des plantes qui génèrent ce type de substance, elles devraient avoir été détectées, me semble-t-il. C'est un raisonnement statistique, en fait. Le tabac n'a pas été planté en Égypte. Le seul endroit en Afrique où il pourrait avoir été cultivé dans l'Antiquité est la Namibie. Et il n'y avait aucune relation entre l'Égypte et la Namibie à cette époque. La Namibie, une terre de tabac. Seulement, les anciens Égyptiens faisaient-ils du commerce avec les Namibiens, c'est-à-dire avec une terre située à plus de 5000 km de chez eux? Le tabac, tel que nous le connaissons, a été introduit sur ce continent à la fin du XVIe siècle. Mais ce n'est pas très clair. Certaines plantes auraient-elles disparu? Aurions-nous raté des analyses de plantes antiques pouvant présenter des traces de nicotine dessus? Cette piste d'un tabac africain, cher à Svetlana Balabanova, n'est pas partagée par la communauté scientifique. Cette problématique pose néanmoins question. Si les anciens Égyptiens avaient accès à de la nicotine et de la cocaïne, qu'en auraient-ils fait? Le tabac présente beaucoup de caractéristiques qui le rendent idéal pour la momification. Il tue tout insecte, vers, parasite, et c'est aussi un antibactérien. Et ce qu'on peut dire, c'est que la nicotine est extrêmement similaire à la cocaïne. Dominique Görlitz a travaillé avec Svetlana Balabanova. Il partage son hypothèse de l'existence d'un tabac africain. Pour lui, la nicotine et la cocaïne seraient donc des substances adéquates pour fabriquer une momie. Afin de déterminer si ces plantes auraient pu être utilisées dans la momification de la prêtresse Enout Taoui, il faut comprendre comment se crée une momie. Les Égyptiens sont convaincus qu'il y a une vie après la mort, donc ils vont développer des techniques pour figer en fait le corps et empêcher sa réduction en poussière. Et figer le corps est très important pour les Égyptiens parce que ça leur permet de venir se réincarner littéralement dans le corps. La momification consiste à transformer le corps d'un cadavre humain organique en un objet divin, comme une statue. Fabriquer une momie est un immense défi pour les anciens Égyptiens.
Cela nécessite une parfaite connaissance de l'anatomie et beaucoup de patience. Le processus d'embaumement est long, 70 jours. Mais comment font-ils? Quelles techniques utilisent-ils? Sont-ils amenés à utiliser des plantes, et notamment des produits dérivés tels que la nicotine et la cocaïne? Ils vont vider le corps des organes qui entraînent sa putréfaction, ceux qui sont remplis de liquide, et puis ils vont essayer de sécher l'enveloppe corporelle. Le principal matériau utilisé était le sel de natron et le bitume, qui donnent cette couleur sombre. Mais ils utilisaient aussi des plantes pour nettoyer, pour donner une certaine protection. Des plantes sont utilisées sous forme transformée, notamment pour concevoir des onguents, une pâte posée sur la peau du défunt. La nicotine et la cocaïne en feraient-elles partie? De certaines plantes, on peut extraire des substances qui vont servir à fabriquer des onguents, des huiles, des aromates, des produits de synthèse. Quel genre d'herbes utilisaient-ils? Quelles étaient leurs recettes? Nous n'en avons pratiquement aucune idée. Nous ne pouvons que spéculer avec des données que les momies antiques nous racontent aujourd'hui. S'il est vrai que les techniques de momification sont loin d'être toutes élucidées, le champ de la connaissance est déjà bien avancé. La grande majorité des spécialistes de l'Égypte antique s'accordent à dire qu'il ne faut pas chercher la présence de ces substances dans le processus de momification. Ils n'ont utilisé ni de la cocaïne, ni du tabac, ni rien d'autre qui puisse donner un résultat similaire. La réponse est non. Donc ça n'a pas été utilisé pour momifier. Du coup, d'où est-ce que ça pourrait provenir? Les anciens Égyptiens auraient-ils eu accès à des variétés de plantes étrangères pouvant contenir de telles substances? Que savons-nous de leur connaissance des plantes? Un monument de l'Égypte antique présente un inventaire des plantes connues des anciens Égyptiens, le jardin botanique de Karnak. Il est l'œuvre d'un des plus grands pharaons de l'histoire, Thoutmôsis III. Toute sa vie, ce naturaliste et botaniste dans l'âme s'est passionné pour la faune et la flore du monde. Dans ce jardin botanique, Thoutmôsis III a fait représenter un certain nombre de plantes, dont certaines très mystérieuses. Et il y a des centaines et des centaines de noms de plantes, dont certaines ne sont toujours pas identifiées. Y a-t-il le tabac parmi ces plantes? Et y aurait-il de la cocaïne? Sur les murs du jardin botanique sont dessinées des plantes égyptiennes, d'autres imaginaires, mais aussi des étrangères. Seulement, elles ne sont pas toutes identifiables. On a des plantes qui ont disparu. Donc effectivement, ce que l'on voit, c'est que le biotope évolue. Et qu'il y a des plantes qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Il y a aussi beaucoup de plantes que nous avons découvertes sur des sites archéologiques de l'ancienne Égypte dont on ne soupçonnait pas l'existence. Moi-même, j'en ai trouvé. Plus on fouille, plus on découvre de nouveaux matériaux. On met à jour nos connaissances perpétuellement. Le milieu biologique propre à l'Égypte antique, le biotope, ne permet pas de résoudre l'énigme de la présence de ces drogues américaines sur les momies égyptiennes de Svetlana Balabanova. Comment expliquer alors l'existence de cocaïne et de nicotine sur les momies du musée de Munich? Ces anciens Égyptiens n'ont pas fini de m'étonner et vraiment, rien ne me surprendra. À chaque fois qu'on creuse un petit peu un domaine et qu'on franchit, je dirais, la barre du égyptologiquement correct, voilà, et ben on a des surprises. On a de grandes surprises. Il me paraît quand même assez étonnant qu'en archéobotanique égyptienne, on n'a jamais trouvé de traces de ces plantes qui ne sont connues jusqu'à preuve du contraire que sur le territoire américain. Ces substances ne pourraient-elles pas venir d'ailleurs? D'autres régions du monde plus proches avec qui les anciens Égyptiens entretiendraient des relations commerciales? Les pharaons exploraient le monde au-delà de leurs frontières en menant de grandes expéditions dans les pays limitrophes. La plus célèbre de ces expéditions eut lieu au pays de Punt, un haut lieu commercial sous l'Antiquité qui se situerait probablement au nord de la Somalie actuelle ou sur les côtes du Yémen ou d'Oman.
Nous ne savons pas exactement où se trouve le pays de Punt, mais il semble que ce soit quelque part vers le sud de l'Afrique. On sait qu'il rapportait des marchandises de là-bas. Le pays de Punt était un haut lieu commercial. C'est de là que provenait l'encens. Ces plantes ont été importées ainsi. Mais pas seulement de l'encens, ils ont aussi rapporté le cocotier. Ces plantes ne poussent pas en Égypte. Est-il donc possible d'imaginer que d'autres plantes pouvant contenir de la cocaïne et de la nicotine aient pu transiter par Punt? Difficile à dire. Ce que l'on sait, c'est que les anciens Égyptiens sont au sein d'un réseau de connexion internationale qui leur permet d'avoir accès à de nombreuses denrées provenant de l'étranger. Les Égyptiens vont chercher toujours plus loin des nouvelles denrées et s'ils ne les trouvent pas eux-mêmes, du moins des gens pour échanger avec eux. Nous avons l'Afrique ici, avec l'Égypte juste là. Nous avons la mer Méditerranée, le Proche-Orient et à partir de là, le Moyen-Orient. Les Égyptiens avaient vraiment un rôle clé dans ce réseau commercial complexe. L'archéologie a permis d'identifier certains produits utilisés provenant de l'étranger. L'exemple le plus parlant est celui des lapis-lazuli. Ces pierres bleues proviennent d'Afghanistan, une terre située à plus de 4000 km à l'est des frontières de l'Égypte. Les lapis-lazuli venaient d'Afghanistan, mais pas directement. Ces pierres étaient vendues à des négociants dans une autre partie de l'Afghanistan, passaient ensuite par la Perse, le croissant fertile, le Levant, pour arriver finalement en Égypte. C'est bien attesté parce qu'on a des grosses quantités de lapis-lazuli retrouvés en Égypte qui nous assurent qu'il y avait une chaîne d'approvisionnement régulière et importante. Pour la nicotine, on n'a pas grand-chose. On n'a rien même. S'il est vrai que certaines plantes ont disparu, est-il possible de concevoir que les anciens Égyptiens aient pu avoir accès à de telles substances? Svetlana Balabanova et Dominique Görlitz en sont persuadés. Pour les égyptologues les plus qualifiés et reconnus, c'est tout simplement impossible. La cocaïne et la nicotine sont des produits transformés provenant des plantes de tabac et de coca. Et à l'époque des anciens Égyptiens, ces plantes ne se trouvent qu'à un endroit du monde, sur le continent américain. Aurait-il posé le pied en Amérique des millénaires avant Christophe Colomb? Est-ce qu'il y a eu des contacts entre les Égyptiens anciens et les zones où on trouvait des feuilles de coca et du tabac, autrement dit de l'autre côté de l'Atlantique? Cette question-là, elle va vraiment faire beaucoup de bruit et surtout elle va énormément diviser. Tout ceci est dû à de nouvelles méthodes d'investigation, à une nouvelle pensée coloniale des Européens pour argumenter et défendre la position « les Européens d'abord ». Mais il y avait beaucoup plus d'interactions maritimes que ce que l'on pense avant la découverte du Nouveau Monde par le célèbre navigateur Christophe Colomb. Cette hypothèse est au cœur d'un débat depuis des décennies. Il faut dire que les récentes découvertes de vestiges vikings au Canada placent les premiers contacts transatlantiques au XIe siècle de notre ère, soit 500 ans avant Christophe Colomb. Pour autant que je sache, en fait, des contacts entre ce qu'on appelle l'Ancien Monde et le Nouveau Monde ne remontent pas avant l'époque viking, avant le Moyen-Âge au plus tôt, où on a des Occidentaux européens qui vont traverser jusque l'Amérique, en fait. Mais le monde américain, pour autant que je sache, s'est développé vraiment en autarcie depuis la fermeture du détroit de Bering par la glaciation, en fait. Mais il est tout à fait possible, effectivement, que avant Christophe Colomb, l'Amérique ait été découverte par plusieurs expéditions. À mon avis, l'Amérique a été découverte plusieurs fois. Ces récentes trouvailles encouragent les partisans d'un contact entre l'Ancien et le Nouveau Monde au temps des pharaons. Pour les spécialistes, il est difficile d'imaginer les anciens Égyptiens s'aventurer loin de leur terre, qui plus est, traverser un océan pour rapporter de la cocaïne et de la nicotine. Ce n'est pas cohérent avec leurs croyances et leur conception du monde. Ils n'ont pas pour ambition d'étendre leur empire en dehors des frontières de l'Égypte. L'Égypte est le pays parfait. Ils restent focalisés sur leur propre terre. Leur monde, c'est la vallée du Nil. Fondamentalement, l'Égyptien, ce qu'il aime, c'est sa vallée, c'est là où il veut vivre et c'est là où il veut mourir. Ils ont une grande peur de mourir loin de l'Égypte et de ne pas avoir de véritable enterrement.
Ce désir de ne pas mourir en dehors de l'Égypte restreint l'exploration. Ce sont pourtant d'excellents navigateurs. Toute leur économie dépend du Nil, le deuxième fleuve le plus long du monde. En plus de 3 millénaires, ils ont appris à domestiquer cette gigantesque autoroute naturelle de 7000 km de long. Les anciens Égyptiens étaient excellents dans l'art de naviguer sur le Nil. Ils savaient tirer parti du vent et du courant. Ils adorent leur fleuve, parce que leur fleuve est nourricier. La mer est un espace dangereux. Mais quand il faut l'utiliser, ils savent le faire. Lorsqu'ils ne prennent pas la mer Rouge comme pour se rendre au pays de Punt, ils s'aventurent au nord sur la mer Méditerranée. Seulement, les conditions ne sont pas les mêmes que sur le Nil. Les Égyptiens étaient des navigateurs compétents, mais pas audacieux. Ils voyagent très proche du littoral en gardant la terre en vue. Ils s'aventurent très peu en pleine mer parce que c'est assez hasardeux. La Méditerranée, qui nous apparaît comme une mer assez calme, est une mer très tumultueuse et très difficile à appréhender en termes de navigation. Pourtant, ils ont des bateaux robustes pouvant atteindre les 45 mètres de long. Ces embarcations sont capables de transporter d'immenses obélisques, de la marchandise et une multitude de personnes. Les anciens Égyptiens étaient de grands constructeurs de bateaux. Ils avaient donc les moyens de voyager. Mais ces bateaux, pour la plupart, n'étaient bons que pour les voyages fluviaux. Ils n'étaient pas adaptés au voyage en haute mer. Un voyage en Amérique me semble complètement fou. Autant on a retrouvé des navires grecs, des navires phéniciens dans les eaux méditerranéennes. On n'a pas énormément de navires égyptiens anciens. Sans les épaves de bateaux de l'Égypte antique loin de leurs côtes, il est impossible d'affirmer qu'ils aient pu traverser l'océan Atlantique. C'est pourquoi des scientifiques avant-gardistes se tournent vers une méthode révolutionnaire pour comprendre le passé, l'archéologie expérimentale. Cette discipline reconstitue des objets disparus pour comprendre leur fabrication et leur utilisation. En 1969, l'anthropologue et navigateur norvégien Thor Heyerdahl tente une traversée transatlantique atypique. Avec un bateau reconstitué de l'Égypte antique, il réalise l'exploit de parcourir en 57 jours les 6000 km séparant le Maroc de l'île de la Barbade. Thor Heyerdahl a fait un test en utilisant des bateaux en papyrus. La première embarcation s'est décomposée. Ce fut un désastre total. Mais la deuxième a été un véritable succès. Donc l'idée qu'il y ait eu un contact devenait envisageable. J'ai montré que la chose est possible. Il ne faut pas considérer l'Atlantique comme une frontière, comme une barrière, simplement parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé avant Christophe Colomb et que nous sommes des Européens, donc c'est nous qui savons tout faire et les autres ne savent rien. Il faut nous écarter de cette manière de voir. Cette découverte serait-elle la preuve que les anciens Égyptiens ont traversé l'océan Atlantique et rapporté avec eux de la cocaïne et de la nicotine ? Des expériences comme la navigation à travers un océan, comme l'a pratiqué Thor Heyerdahl, ça démontre que c'est faisable, mais c'est pas parce que c'est faisable que ça a été exécuté. Un tel voyage permettrait pourtant de justifier la présence de nicotine et de cocaïne sur les momies égyptiennes de Svetlana Balabanova. C'est du moins l'avis de Dominique Görlitz. Ces plantes et la navigation antique sont les deux faces d'une même médaille. Si je veux prouver, en tant que géographe et géobotaniste, l'origine de la cocaïne et du tabac, je dois prouver comment ils ont pu faire ces voyages longue distance. Traverser l'océan Atlantique avec un bateau de l'Égypte antique. C'est la mission colossale que le chercheur allemand s'est donnée. J'ai décidé de suivre non seulement les traces de Svetlana, mais aussi celles de Thor Heyerdahl, pour clore le débat par des expériences réelles, pour démontrer qu'il était facile d'aller de l'Afrique à l'Amérique. En 1999, il fait construire un bateau de l'Égypte antique avec des moyens et des matériaux de l'époque. C'est le projet Abora. Il veut prouver au monde entier qu'une embarcation de l'époque pharaonique a pu traverser l'océan, aller et retour. Thor Heyerdahl n'a jamais été capable de le faire. J'ai compris que vous ne pouvez pas prouver vos théories d'invasion végétale sans la preuve que, au moins au début de l'Antiquité, les navires étaient suffisamment manœuvrables pour effectuer ces voyages aller-retour.
En 2007, il tente de faire ce que personne n'a fait avant lui. Thor Heyerdahl a traversé l'océan Atlantique d'est en ouest. Dominique Görlitz veut faire une transatlantique dans l'autre sens, d'ouest en est. Le chercheur allemand et son équipage doivent suivre le courant du Gulf Stream, une autoroute naturelle mais périlleuse. Le 11 juillet, Labora 3 quitte New York pour une traversée pleine de promesses, mais c'est sans compter sur l'apparition de tempêtes. La tempête a duré 7 jours. Nous avons eu une fissure, avons réparé le bateau et nous avons pu continuer notre voyage de 400 km. Mais 2007 a été un été terrible. J'ai décidé en tant que chef d'expédition d'arrêter l'expérience. C'était tout simplement trop dangereux pour l'équipage et nous nous sommes dit, on retentera le coup une prochaine fois. Pour Dominique Görlitz, la tenue du bateau en mer dans de si difficiles conditions permet d'affirmer qu'il était possible de traverser l'océan Atlantique aller et retour au temps des pharaons. Depuis 2007, il a mené une autre expédition sans succès. Il prépare actuellement un 5e et 6e voyage. Avec Abora 3, nous savons qu'il est possible de faire le voyage retour. Il nous a manqué les 2000 derniers kilomètres. Peut-être qu'avec Abora 6, nous pourrons y arriver. Mais l'objectif principal a été atteint avec Abora 3. Dominique Görlitz est persuadé que la nicotine et la cocaïne ont pu être rapatriées du Nouveau Monde à l'époque des anciens Égyptiens. Une fois transportées dans l'Ancien Monde, ces plantes auraient été semées en Égypte et auraient poussé normalement. Si l'on est si sûr, c'est parce qu'il a transporté des plantes américaines dans des filets attachés sous son bateau lors de sa traversée. Après la fin des expéditions, nous avons soigneusement collecté nos plantes et envoyé les échantillons à un laboratoire high-tech en Allemagne. Ils ont testé le taux de germination et se sont aperçus qu'après 160 jours, soit la plus longue expédition que nous ayons faite avec Abora 3, nous avons pu constater que les graines étaient, à l'exception d'une espèce, complètement mortes. Et si Dominique Görlitz tenait là l'explication de la présence de nicotine et de cocaïne sur les momies égyptiennes de Munich? Rien n'est moins sûr. Le chercheur allemand propose une autre hypothèse. Il pense que les anciens Égyptiens n'ont pas traversé l'océan Atlantique, mais que d'autres peuples contemporains ont pu le faire. Aucun Égyptien n'a voyagé de la vallée du Nil jusqu'au Mexique, à Touloum, et vice-versa. Non. Je ne crois pas que les Égyptiens aient fait du commerce avec l'Amérique. Non, il s'agissait de tribus voisines, comme les Minoens, les Celtes ou encore les Basques. Seulement, ça pose tout de même un gros problème. Il se heurte à un des principes fondamentaux de l'Égypte antique. S'ils avaient traversé l'océan Atlantique, côtoyé d'autres peuples et rapporté de la cocaïne et de la nicotine, ils l'auraient forcément écrit quelque part. Avec ces hiéroglyphes, la terre des pharaons est la civilisation de l'écriture par excellence. Ils nomment tout ce qu'ils trouvent. Sur les murs de Karnak, que ce soit les Libyens, les Syriens, les Anatoliens, les Hittites, ancêtres des Turcs, tous ces peuples-là sont nommés, sont même représentés. Je pense que s'ils avaient rencontré des précolombiens, ils nous en auraient parlé. Et surtout, si ces navigateurs étaient revenus, ils auraient ramené des produits, très probablement. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de pistes qui vont dans ce sens, en tout cas. Et qu'en est-il de l'autre côté de l'Atlantique? Les archéologues spécialisés dans le monde précolombien auraient-ils trouvé des vestiges permettant de prouver une transatlantique des anciens Égyptiens? Le type de climat qui existe aussi bien en Mésoamérique qu'au Brésil ne permet pas, malheureusement, de conserver les quelques témoignages matériels qui auraient pu nous permettre de répondre à la question « y a-t-il eu vraiment contact ?» Si on admet que les Égyptiens ou d'autres peuples de l'Ancien Monde aient pu se procurer de la cocaïne sur le continent américain, leur voyage serait titanesque. Ils auraient d'abord dû traverser l'océan Atlantique et affronter ces terribles courants pour atteindre les côtes du Brésil. Une fois qu'ils arrivent au Brésil, encore faut-il qu'ils puissent traverser l'intégralité du continent pour aller là où se trouve ce produit, c'est-à-dire dans les Andes ou dans le contrefort des Andes. Et là, c'est beaucoup plus difficile à envisager. Ils auraient dû faire le chemin inverse pour revenir dans l'Ancien Monde. Une mission extrêmement dangereuse, digne des plus grands films d'aventure qui ferait pâlir les explorateurs les plus téméraires. Mais pour les experts, cette piste ne prend pas.
Le fait est que vous pouvez traverser l'Atlantique car nous savons déjà que Thor Heyerdahl l'a fait. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas d'objets venant de là-bas qui soient arrivés ici ou inversement? Il devrait y avoir quelque chose venant de là-bas si le contact était établi. L'hypothèse s'impose aussi dans l'autre sens. Des explorateurs de la civilisation précolombienne auraient-ils pu traverser l'océan Atlantique et apporter avec eux des plantes de coca et de tabac d'où sont issues la cocaïne et la nicotine? Serait-ce l'explication à la découverte de ces substances sur les momies de Svetlana Balabanova? Envisager des voyages de 4, 5 jours, 6 jours à l'arrière, c'est possible. Au-delà, non. On peut l'envisager, mais on ne peut pas envisager un voyage soutenu. Quelle conclusion apporter à cette hypothèse aussi fascinante que douteuse? Serait-ce par le biais d'un voyage transatlantique que les anciens Égyptiens auraient découvert la cocaïne et la nicotine? Il semble que même si c'était techniquement possible, cela ne s'est pas produit, parce qu'il manque une preuve pour vraiment confirmer ce contact. Quelques momies d'un musée ne suffisent pas. Non seulement il faut avoir les moyens techniques, mais il faut avoir la volonté, le désir. Est-ce que les Égyptiens avaient envie de traverser de l'Atlantique et d'aller découvrir le Nouveau Monde? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Où se trouve la clé de cette mystérieuse énigme? Comment expliquer la présence de cocaïne et de nicotine sur les momies égyptiennes analysées par Svetlana Balabanova? Pour les égyptologues, la réponse est à chercher lors d'une période plus récente, à une époque où les momies étaient beaucoup moins respectées qu'elles ne le sont aujourd'hui. La momie de Ramsès II aurait été contaminée par des feuilles de tabac placées là pour repousser les insectes meurtriers. Cette piste ne peut être écartée par les scientifiques en ce qui concerne la présence de nicotine sur les momies de Munich. Les experts suggèrent néanmoins d'autres raisons à la contamination. Et elle commence dès les fouilles sur un site archéologique. La contamination sur un site d'excavation est un problème, parce que vous ne savez jamais ce que vous allez trouver. Vous devez manipuler des objets, vous devez porter des masques et des gants, mais vous êtes à l'air libre. Un coup de vent peut amener toutes sortes de pollen et autres contaminants de votre environnement à se déposer sur la momie. Et cette explication n'est pas la seule. D'autres sources de contamination se sont déjà produites par le passé, et elles sont tout simplement incroyables à entendre. Ayant travaillé au Louvre, ayant fait quelques recherches avec un professeur, quand nous allions dans les magasins regarder les momies, il avait une cigarette à la bouche. Les cendres tombaient à l'intérieur. Il fumait du tabac. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que nous ferions aujourd'hui, mais je pense que ça explique très bien pourquoi certaines momies présentent des traces de contamination par le tabac. Les personnes manipulant les momies seraient donc les premières responsables de la contamination en ce qui concerne la nicotine. Mais alors, comment expliquer la présence de la cocaïne? Serait-ce la même source de contamination? Il ne faut pas imaginer que les hommes et femmes du 19e siècle étaient en train de consommer la cocaïne. Cette contamination, elle n'est pas du tout exclue et c'est même la plus probable. Nous émettons tout le temps, par notre seule présence, en fait, des gouttelettes qui sont parfois porteuses d'éléments de notre corps ou même de notre code génétique. Et donc on peut contaminer, en fait, si on ne prend pas les précautions nécessaires, tout corps que l'on manipule, et en particulier les momies. Les analyses de Svetlana Balabanova fascinent pourtant toujours. Elles suscitent de nombreuses questions, à commencer par la fameuse « Et si c'était vrai ?» Et si les anciens Égyptiens consommaient des drogues modernes comme la nicotine et la cocaïne et que nous étions sur le point de le découvrir? Nous voudrions qu'ils aient eu ce savoir secret, alors que la réalité est beaucoup plus ennuyeuse. Il faut l'admettre. La cocaïne et le tabac sont des fantasmes modernes. Je pense que ces momies allemandes doivent être réexaminées afin de voir si les résultats sont les mêmes. Nous devons comprendre pourquoi personne d'autre ne les a trouvées avant. Ou alors, peut-être que les personnes qui s'occupaient de ces momies en Allemagne sniffaient de la cocaïne. Comment expliquer que l'affaire des momies ait pris une telle ampleur? Pourquoi une partie de la population aime croire à de nouvelles découvertes aussi mystérieuses et étranges soient-elles?
Dominique Görlitz espère pouvoir résoudre cette énigme qui l'occupe depuis plus de 20 ans. L'enquête de Svetlana et la mienne permettent de prouver ce que nous avançons comme argument. Et je suis très heureux et fier qu'elle m'ait accompagné dans mes recherches avant sa mort en 2015. Cela va de pair. Les plantes et les navigateurs sont deux chapitres d'un même livre. Bien que la science n'écarte aucune piste, le point de vue de Dominique Görlitz et de Svetlana Balabanova reste très minoritaire aujourd'hui dans le monde de l'égyptologie. L'archéologie du futur permettra peut-être des découvertes mettant en évidence un contact entre le monde précolombien et les anciens Égyptiens, ou de faire la lumière sur l'existence de plantes africaines pouvant contenir de telles substances. Tout est possible dans le domaine de l'Égypte antique. Mais nous devrons attendre de découvrir de nouvelles momies. Les envoyer directement au laboratoire pour procéder à d'autres analyses. Il reste encore beaucoup à découvrir en Égypte. Et il y a encore certainement des milliers de momies qui reposent sous le sable. Elles reposent. Et j'en suis pas plus mécontent, mais il y aura encore des découvertes et des trouvailles. Ce récit s'achève sur une porte ouverte sur un avenir toujours plein de promesses et de surprises. Qui sait s'il apportera à l'humanité de nouvelles conclusions sur les mystérieuses momies à la nicotine et à la cocaïne.